Le diplôme, c'est pas vraiment ce qui est important en fait. On va le regarder, c'est sûr, mais c'est pas vraiment ce qu'on va regarder en priorité, quoi. On m'a mis dans le bain tout de suite et on m'a dit bah un peu débrouille-toi. Et donc ça m'a permis de développer une capacité plutôt de débrouille en fait, de je vais trouver une solution, je vais parler aux bonnes personnes, je vais me débrouiller par moi-même. Par contre, si je peux donner un conseil à tous les juniors qui sortent, il y a aussi la chance de travailler sur plusieurs technologies, sur des projets qui parfois sont un peu fous. C'est-à-dire que nos produits, ils n'ont pas à rougir face à ce que propose le GAFAM aujourd'hui. Alors c'est des choses, je pense, qui pourraient plus se passer aujourd'hui, parce que quand je suis rentré, il y avait... Moi, quand je suis arrivé et que j'ai vu les locaux, c'était incroyable. Les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode de la série Une journée avec un dev. Épisode un peu spécial parce qu'actuellement on est à Genève en Suisse pour découvrir le métier de développeur chez Infomaniac, une boîte qui ne vous dit peut-être rien à première vue, mais je suis sûr que vous avez déjà utilisé leurs produits parce qu'ils proposent des solutions de productivité comme Swiss Transfer par exemple pour transférer des gros fichiers, des hébergements cloud et plein d'autres encore. Mais si je suis là aujourd'hui, c'est pas uniquement pour découvrir le métier de développeur parce que Infomaniac nous prévoit une petite surprise en milieu de journée et je pense que ça va vous plaire. Donc je vous laisse découvrir ça dans la suite de la vidéo. Et moi je vais aller tout de suite à la rencontre des développeurs. Eh ben, moi c'est Julien Arnoux, je suis lead développeur chez Infomaniac et ça fait à peu près une quinzaine d'années que je travaille ici. Je m'occupe d'une équipe d'une dizaine de personnes qui développent certains produits en particulier au sein de l'entreprise. Hello, moi c'est Maxime, je suis coordinateur de projet chez Infomaniac et je suis responsable du produit mail, calendrier contact, du produit Swiss Transfer, de l'équipe mobile et également de la suite collaborative éthique K-Suite, plus globalement qui intègre du mail, du drive, du chat, de la visioconférence, etc. Ok, donc maintenant qu'on comprend un peu mieux ce qu'Infomaniac propose, je me suis demandé ce qu'ils faisaient de différent et quelle était vraiment leur valeur ajoutée. Du coup, j'ai demandé à Marc, le CEO, de nous en dire un peu plus sur les valeurs de la boîte. Nous, ce qu'on fait de différent, c'est qu'on va avoir trois piliers en fait qui sont nos valeurs fondamentales. C'est-à-dire qu'on va avoir la partie du respect de l'environnement, l'aspect des engagements sociaux et en dernier le respect de la vie privée. Donc c'est vraiment ces trois éléments qui vont nous démarquer et c'est ce qui va nous guider tout au long de nos développements. Nos data centers sont en Suisse, ils sont conçus en Suisse. On essaye au maximum de là les nouveaux data centers et notamment tout ce qui est panneaux photovoltaïques, on essaye de se sourcer en Europe, ce qui est pas forcément évident, mais voilà, on essaie de faire le maximum de choses, que ce soit en Suisse ou en Europe. Ce qu'on essaie de proposer, c'est de faire une alternative aux GAFAM qui respectent la vie privée de nos utilisateurs. Aujourd'hui, que les gens utilisent ChatGPT, savent pas ce qui se passe avec leurs données, c'est parti aux États-Unis, c'est sur le territoire américain. Nous, on est en Suisse, on est compliant avec tout ce qui est RGPD, on est sous le droit suisse qui est connu pour être très strict et tout est en interne avec une proximité et une transparence surtout qu'on peut fournir, ce que tout le monde ne peut pas faire. Il n'y a aucune analytics qui est faite. On n'utilise pas les données des clients, c'est-à-dire qu'on ne va pas les analyser pour les revendre. On est localisé en Suisse, c'est-à-dire que si quelqu'un appelle aujourd'hui support, il va y avoir quelqu'un en 5e étage, ici on est au 3e. Donc on a une proximité, on va dire, avec toutes les équipes, avec les différents corps de métier. On héberge toutes nos données aussi en Suisse. Le fait de tout développer nous-mêmes nous garantit la souveraineté, c'est-à-dire qu'on peut vraiment s'assurer d'avoir une maîtrise complète de A à Z de toute la chaîne. C'est-à-dire que quand un client va venir chez nous et va prendre par exemple du mail, on peut lui garantir où sont stockés ces mails exactement parce qu'on le sait, car on a conçu le data center, on a fait les logiciels qui sont utilisés, donc on maîtrise toute la chaîne de A à Z. Un développeur, il a plusieurs missions, ça va être soit faire de la maintenance, soit de l'évolution d'un produit existant ou carrément développer de la nouvelle fonctionnalité. Donc ça va être aussi à échanger avec d'autres équipes, notamment ça peut être échanger avec l'équipe production qui s'occupe de tout ce qui est infrastructure. Puis après, il va y avoir des spécificités pour chaque développeur. Et puis après, par rapport à un rôle un peu plus team lead, là on va ajouter une composante de management là-dedans. Donc faire en sorte que l'équipe, elle délivre de la valeur au client en accord avec la stratégie de l'entreprise. Donc là, ça va être, on va faire un petit peu plus de discovery, donc savoir quelles fonctionnalités pour intéresser les clients. Ça va être du chiffrage pour arbitrer quelle est la fonctionnalité qu'on va implémenter. Ça va être beaucoup de code review en ce qui me concerne. Et puis oui, du management un peu plus, on va dire, traditionnel, comme des entretiens et des choses comme ça. Donc en fait, un coordinateur de projet, il a plusieurs casquettes. Il a, on va dire, pour la mission principale qui est de planifier les projets, définir les objectifs, planifier, coordonner le projet et s'assurer qu'à la fin, le projet soit rendu dans les délais et avec une qualité qui est à la hauteur des exigences de nos clients et d'Infomaniac.
Alors effectivement, un développeur plus code, il va faire de la code review, il va être essentiellement dans architecturer une solution et puis l'implémenter. En fait, ça va être ces aspects-là et puis discuter avec les équipes, comme je l'ai dit. Moi, je suis passé un petit peu du côté management. Alors même par le passé, j'étais encore plus haut dans la hiérarchie et j'ai voulu reprendre un petit peu plus de technique, justement. Donc on va dire que je fais à peu près 50% vraiment de technique pure et puis à peu près 50% d'à côté. Donc notamment, j'ai une casquette de product owner. Donc là, je vais discuter un petit peu des enjeux du produit et de la stratégie du produit. Donc voilà, ça va être la gestion d'équipe. Donc ça va être, par exemple, en ce moment, on fait les entretiens individuels de fin d'année. On a telle urgence, c'est ça qu'il faut qu'on traite en priorité aujourd'hui. C'est un petit peu de prioriser les choses en accord avec la stratégie de l'entreprise. Ça, c'est un peu le rôle de team lead où on a un côté managérial et puis un côté technique où je vais mettre les mains dans le code en fait. Tout le département développement, c'est à peu près 80-90 personnes aujourd'hui. On est organisé, il y a une dizaine de feature teams. Donc la journée un petit peu type d'un développeur, ça dépend un petit peu de la phase du projet sur laquelle il va travailler. On va dire qu'il y a 3 grandes phases. On va dire qu'il y a la phase de maintenance, où là ça va être une liste de tickets en fait qui sont montés soit en interne, soit par des clients. Donc là il va y avoir beaucoup de communication avec l'équipe support. Puis après il va y avoir les phases soit d'amélioration d'un produit ou carrément un nouveau projet. Donc là ça va être des phases qui sont sur des durées un peu plus longues. On va avoir effectivement un petit peu de conception, pas mal de code review, des choses comme ça. Donc on va dire que c'est ces différentes phases qui peuvent être amenées à faire la journée type d'un développeur. Ce qu'il faut savoir c'est que les développeurs vont avoir pas mal d'interactions avec l'équipe production, donc c'est toute l'équipe infrastructure, l'équipe aussi UX design qui va nous fournir notamment pendant les améliorations tout ce qui va être les interfaces graphiques et puis le support pour avoir justement des retours clients, etc. Donc si on prend une semaine un petit peu type, on va dire, c'est qu'il va y avoir toujours une annonce avec les parties prenantes pour savoir un peu qu'est-ce qui va être fait cette semaine, pour que les gens soient au clair. Il va y avoir l'animation des réunions du produit, parce qu'on a divers produits. Le coordinateur de projet, il va filtrer qu'est-ce qu'on va dire en réunion, il va préparer les réunions, il va optimiser les réunions. Après, le coordinateur de projet, il va également répondre aux feedbacks des clients. C'est-à-dire qu'on a une plateforme où les clients peuvent nous faire des feedbacks. Une fois que les priorités sont définies, nous, on est garant du respect des priorités au fil de l'année. Et après, ce qu'on va avoir aussi, c'est en gros, on a une définition des objectifs, on a une gestion de maîtrise des risques. Et puis en termes de technologie, ce qu'on utilise, on utilise donc principalement du PHP et du TypeScript. Donc les frameworks, ça va être Laravel et Angular. Et puis après on a un petit peu d'autres technos, un petit peu on va dire plus exotiques chez nous, c'est-à-dire qu'on les utilise moins. Ça va être du Node.js, du Rust, du Go, du React aussi. Et puis pour tout ce qui est plutôt application comme application mobile, on va utiliser du Swift et du Kotlin. Et puis pour les applications desktop, ça va être du C++. Alors comme vous le savez, moi forcément j'ai toujours un petit penchant pour les applications iOS. Du coup, j'ai pas pu m'empêcher d'aller voir la team mobile entre 2 interviews pour leur demander un peu comment ils fonctionnent. Bonjour, je m'appelle Joris, je travaille bientôt depuis 10 ans chez Infomaniac. Je suis le responsable de l'équipe de développement mobile chez Infomaniac et des applications desktop. Et je voulais vous présenter du coup ce qu'on faisait. Donc on a une équipe de 5 développeurs Android et 5 développeurs iOS. Donc du coup on a une application qui s'appelle Infomaniac Mail. Elle est entièrement open source et entièrement faite en SwiftUI et je pense qu'on est probablement les seuls à proposer une application entièrement SwiftUI aussi grosse sur internet parce qu'on parle quand même d'une application mail avec derrière des gros algos pour fabriquer les threads, donc les conversations de mail, etc. On essaie d'avoir toujours les personnes les plus fortes dans notre équipe, à tel point que il y a 1 an et demi, une petite start-up qui s'appelle Apple nous a volé un de nos devs qui actuellement travaille sur le Vision Pro, sur la partie UIKit. Et on recherche des stagiaires et des pépites si des fois qui arrivent. Comme Apple nous les vole, faut bien les remplacer. Ensuite, comme je sais que chez Infomaniac, ils sont très agiles et qu'ils développent tout le temps de nouvelles fonctionnalités, j'ai demandé à Julien s'il pouvait pas me faire une petite démo d'une des dernières features qu'ils ont développées dans le produit mail par exemple. Donc là, on peut vous faire une petite démo d'une des dernières fonctionnalités qu'on a implémentées dans l'équipe. Donc nous, on s'occupe du produit mail. On a implémenté une fonctionnalité d'IA pour permettre d'écrire des mails à votre place finalement, ou d'y répondre. Donc là, je pars du principe que je vais écrire un nouveau message. Donc j'ai un petit assistant d'intelligence artificielle sur lequel je vais cliquer, je vais pouvoir déplacer la fenêtre. Et l'assistant me demande comment je peux l'aider, donc je lui demandais peux-tu me rédiger un mail pour organiser un rendez-vous avec Quentin demain midi par exemple. Et là l'IA va me proposer un message en fait que je vais directement pouvoir envoyer à Quentin. Voilà, bonjour Quentin, j'espère que vous allez bien. Alors on se connaît bien, alors je vais pouvoir changer le ton et puis mettre une rédaction un peu plus amicale. Donc voilà, là on demande à ce que l'IA utilise le tutoiement.
Et donc là, bah voilà, salut Quentin, comment ça va? J'espère que tout se passe bien pour toi. Je t'écris pour te fixer un rendez-vous demain midi, etc. Et là, on peut directement insérer du coup le texte dans l'email. Et voilà, et là, du coup, le mail est rédigé avec un objet, rendez-vous avec Quentin demain midi. Et donc ça, c'est une des dernières fonctionnalités qu'on a implémentées. Et l'IA, c'est une IA souveraine qu'on fait tourner dans nos data centers. Il y a aussi possibilité d'utiliser ChatGPT, mais en tout cas, la démo, c'est avec notre IA. Rien ne sort de chez nous. Alors, nous, on a 2 tracks, comme dans beaucoup d'entreprises techniques, où en fait, il y a un tronc commun où tu vas rentrer en tant que développeur. Et puis, arrivé à un certain niveau de seniorité, tu vas pouvoir choisir, en fait, si tu veux continuer plutôt dans la technique. Et donc là, tu vas évoluer vers des postes de staff engineer ou principal. Donc là, c'est vraiment, tu vas être focus technologie, quoi, focus tech, vraiment. Et puis, tu as une autre track qui va être plutôt le côté management. Et du coup, bah, là, tu vas évoluer vers, nous, on appelle ça les team leads. Et puis, ça peut être encore au-dessus si tu le décides. Mais c'est au choix, finalement, du développeur. Bien évidemment, en fonction de ses compétences. C'est-à-dire que quand tu vas être junior, tu vas avoir un impact très limité. Par exemple, une seule fonctionnalité, tu vas corriger un problème sur cette fonctionnalité. Et puis après, tu vas être plus senior, tu vas avoir un impact, on va dire, sur un projet global, un produit global. Et puis après, ben, si tu vas partir dans le côté technique, tu vas peut-être avoir un impact sur les différents technos qu'on va utiliser, comment on va les mettre en œuvre au sein de plusieurs équipes, voire au sein de l'entreprise. Et puis si tu pars du côté managérial, bah, tu vas avoir un impact en tant que team lead, par exemple, au sein d'une équipe. Et puis après, si tu vas encore au-dessus, bah, ça va être de plusieurs équipes, voire bah, du pôle si tu es VP, par exemple. Ok, donc c'est parti. On va aller voir une de nos salles de serveurs. Donc ici, c'est une allée de serveurs. Donc comme tu peux voir, c'est une salle qui est assez fraîche en température. Parce qu'ici, on est directement ouvert sur l'extérieur. C'est-à-dire que l'air, elle va rentrer de dehors, elle va arriver directement dans les serveurs et ensuite elle ressort de l'autre côté en air plus chaude et on va l'extraire. On va aller voir tout à l'heure. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que donc le data center, il est extrêmement sécurisé. On a des caméras de surveillance absolument partout. On a aussi la fibre optique en fait avec le câble, enfin le rail jaune. On verra après, il y a la même chose au niveau d'électricité. Donc voilà, ici c'est une allée chaude comme je disais. Donc avant, on était juste de l'autre côté. Donc là, comme on voit, on a l'arrière des serveurs. Donc l'air de l'extérieur rentre de l'autre côté, passe dans les machines et les machines, comme on connaît, en fait, elles dégagent de la chaleur. Et cette chaleur-là, c'est celle dont on doit se débarrasser. Donc en fait, on va avoir ici des extracteurs d'air, comme on peut voir ici, ici et ici. Et le rôle en fait de ces extracteurs, c'est de sortir l'air pour le pousser en fait à l'extérieur. Ce qui fait qu'en fait, on récupère l'air frais de l'extérieur, ça passe dans les machines et on le ressort par ici. Donc aujourd'hui, il fait assez frais, donc il n'y a pas trop de bruit encore, ça va. Mais quand on est en plein été, au niveau de la chaleur, ça va. Il y a vraiment beaucoup, donc les ventilos tournent beaucoup plus fort et on peut quasiment pas s'entendre. Mais là, ça va encore. On retrouve les 2 rails, le vert et le rouge, et ça représente en fait la redondance électrique, c'est-à-dire qu'on va tout qui va être doublé dans le data center. Je peux montrer ces rails. Ici, c'est la salle des TGBT, comme on l'appelle, donc c'est par ici qu'en fait l'électricité arrive. Donc l'électricité arrive depuis les onduleurs, directement connecté au service industriel. Service sur les onduleurs, ça arrive ici, c'est depuis ici qu'on dispatche l'électricité dans les différentes allées qu'on a pu voir. Donc on retrouve ce jeu de couleurs, le rouge, le vert, c'est vraiment pour représenter la redondance comme ça. On sait qu'est-ce qui est connecté à quoi, et si on a un problème d'électricité, on sait directement où il faut regarder quoi. Donc là, on va aller sur le toit. Voilà, donc là, on est sur le toit du data center. Donc c'est ici qu'on va retrouver notamment les génératrices. Donc en cas de coupure électrique, si ça devait arriver, on a ces génératrices qui vont prendre le relais. Donc en fait, on a un système de batterie qui va faire le tampon. Donc normalement, on a l'électricité qui arrive directement des services industriels. Et ensuite, si on a un souci à ce niveau-là, on a des batteries qui font tampon le temps que les groupes électrogènes qu'on voit ici et derrière s'allument. Et à partir de là, on peut garantir la pérennité en fait du data center. Autrement, on peut voir là, entre ici, donc sur cette caisse, en fait, c'est ici que l'air rentre pour aller dans le data center. Donc comme je disais, on est directement relié en fait à l'extérieur, ce qui fait que l'air rentre par là, arrive dans les machines. Donc les machines sont exactement sous moi, donc les machines vont prendre cet air, faire des calculs, donc recracher de l'air chaud, et l'air chaud sort par ici. Donc c'est là qu'on voit les extracteurs qui sont ici, vont pousser l'air chaud dehors, passer ici et sortir. Aussi, ce qu'on peut relever, c'est que sur le toit là, on voit en fait des panneaux solaires, parce qu'on a entièrement équipé le data center de panneaux solaires, et aussi tout le voisinage, donc tous les immeubles aux alentours ont des panneaux solaires dans le but de fournir de l'énergie au data center. On arrive à couvrir jusqu'à 80% des besoins du data center avec le solaire durant les belles journées.
Alors personnellement, moi j'ai fait un parcours plutôt universitaire, des choses qui n'existent plus aujourd'hui, mais j'ai fait un DUT génie des télécoms et réseaux, donc qui était vraiment plus orienté télécommunications. Ensuite j'ai fait un IUP, donc c'est pour aller jusqu'au Master 1. Et là c'était plutôt pareil, un petit peu télécom, il y avait un peu plus d'informatique, et puis mon Master 2 c'était système d'information collaboratif, donc quelque chose comme ça. Moi j'ai fait un bachelor en économie et management. À vrai dire, j'ai toujours été passionné de digital, j'adorais jouer, je suis un gros gamer aussi, donc j'ai toujours été un peu baigné là-dedans, à tester toutes les nouvelles technologies qui étaient à dispo. Mais je savais que je voulais travailler un peu dans la tech, mais je savais pas exactement dans quoi. Je suis sorti des études, je me suis lancé dans un bachelor parce que je me suis dit bah ça m'ouvrira d'autres portes. Donc j'ai fait de l'économie et du management, donc c'était très diversifié en fait. Après j'ai fait une année de pause, une année sabbatique où là je suis parti à l'étranger pour aller prendre un peu d'expérience à l'étranger, donc aller travailler carrément à l'étranger. Je suis revenu, j'ai fait un master en management international. Ça a duré 2 ans, donc ça m'a permis aussi d'évoluer en anglais, d'évoluer aussi sur l'aspect un peu plus management humain. Après en fait je suis arrivé à Genève et j'ai eu la chance de travailler, de commencer en agence de communication digitale. Je travaille avec Infomaniac depuis des années. Puis pour moi, Infomaniac, c'était... quand j'ai vu une offre, j'ai sauté dessus direct parce que je me suis dit, faut que j'y aille, quoi. Enfin, je connaissais pas encore les personnes à l'intérieur, je connaissais un petit peu. Donc après, j'ai vu une offre sur... à l'époque, c'était Welcome to the Jungle. Maintenant, on centralise tout sur JobUp. Et j'ai fait une première lettre de motivation super carrée, super comme maintenant la phrase ChatGPT, mais super, on va dire... c'était de l'administratif, quoi. C'était basique. Et en fait, ça m'a saoulé. J'ai tout annulé et j'ai écrit vraiment comme je pensais et comme je voyais l'entreprise et en partageant les valeurs, quoi. Après j'ai eu un entretien ici, donc je suis arrivé ici, j'ai vu les locaux, c'était incroyable, j'étais comme un petit gamin, quoi. J'ai fait pas mal de recrutement pour Infomaniac dans les dernières années quand j'étais VP. Le diplôme c'est pas vraiment ce qui est important en fait. On va le regarder c'est sûr, mais c'est pas vraiment ce qu'on va regarder en priorité, quoi. Ça va juste être un indicateur, mais il y a de très bons autodidactes qui n'ont pas de diplôme et qui pourtant excellent. Et puis il y a des personnes qui vont peut-être sortir d'une grande école et qui vont peut-être avoir du mal à s'adapter en entreprise. Donc le diplôme c'est vraiment pas déterminant. C'est mieux d'en avoir, mais c'est pas déterminant. Par contre, si je peux donner un conseil à tous les juniors qui sortent, il y a pas mal de formations qui se font maintenant, des formations en ligne ou alors des bootcamps de ce genre de choses. En fait, pour les entreprises, c'est dur à juger ce genre de candidat. C'est souvent dans les stages où on va pouvoir évaluer finalement quelqu'un. Et nous, par exemple, on fait beaucoup de recrutement suite à des stages ou de l'alternance. Donc en fait, pour tous ces profils-là, moi, ce que je peux leur conseiller, c'est d'avoir des projets perso, mais des projets perso d'envergure. C'est-à-dire que si vous avez monté, je sais pas, mettons, je vais prendre la Ravel, vous avez fait juste, je sais pas, un petit gestionnaire de bibliothèque, mais juste pour voir comment c'était la Ravel, c'est pas la peine de le mettre dans votre CV. Par contre, si vous avez fait un service, je sais pas, vous avez lancé un service qui a été utilisé par, je sais pas, une centaine d'utilisateurs ou plus, ça a vraiment de la valeur en fait. Mais c'est surtout que la personne, ok, elle a vu comment ça marchait dans le web pour mettre un service en ligne, elle a peut-être mis en ligne sur un cloud provider, elle a peut-être mis en ligne chez un hébergeur plus traditionnel, mais en tout cas, elle a regardé comment ça fonctionnait comment ça fonctionnait un serveur web peut-être. Donc tout ça, ça montre que la personne, elle est curieuse et puis qu'elle a un champ de compétences un peu plus élargi que simplement, je fais du code en fait. Et ça, c'est super important pour nous. Il faut se trouver un ou des projets sur lesquels, j'en sais rien, t'es passionné de modélisme, et tu vas faire un système de gestion de tes pièces de modélisme. T'es développeur plutôt web, tu vas faire un petit site web qui le fait, et ça tu le mets en ligne. Bon, aujourd'hui tu mets en ligne pour rien du tout, c'est gratuit, donc tu mets en ligne et puis pourquoi pas t'essayes d'avoir des utilisateurs, et puis s'il y a pas d'utilisateurs c'est pas grave. Mais pour moi ce serait vraiment ça les 2 grosses étapes, c'est il faut que tu aies quand même des bases théoriques solides, donc te renseigner sur des concepts, tout ce qui est par exemple design pattern, clean architecture, clean code, etc. Être curieux, voir un petit peu pas que le code, peut-être un petit peu ce qui est autour, ce qui est un petit peu infrastructure, réseau, etc. Ça peut toujours être intéressant, avoir une connaissance un peu plus élargie. Et puis après, c'est le mettre en pratique. Donc c'est d'avoir des projets, des choses à montrer. Parce que c'est très difficile pour un recruteur de juger quelqu'un qui n'a pas d'expérience, qui n'a pas de stage et qui a fait une formation de 3 mois. Aussi bon soit-il, alors on va pouvoir donner un petit exercice, mais on a toujours un doute. Quelqu'un qui a été en stage chez nous ou qui a un projet plus important à nous montrer, c'est quand même mieux, quoi. Et l'entreprise, c'est le monde réel, c'est-à-dire que c'est très bien, on fait tout pour avoir le code le plus beau possible, mais à un moment donné, le client, il a des exigences et c'est à ça qu'il faut qu'on réponde en premier. Et puis, si je peux donner un autre conseil, c'est bien de mettre des liens GitHub, mais les GitHub automatiquement remplis avec des bots qui remplissent sans cesse des données, arrêtez, ne faites-le pas. En fait, ça sert à rien de mettre un lien GitHub si dessus vous avez rien d'intéressant à regarder. Alors c'est des choses je pense qui pourraient plus se passer aujourd'hui parce que quand je suis rentré, je crois que j'étais le 3e développeur, quelque chose comme ça. Mais l'anecdote c'est que donc avec un ami de la fac et un autre ami, on avait fait un site web qui permettait en fait de gérer tout l'entretien de ton véhicule. Donc tu pouvais ajouter ton véhicule dessus et puis tu pouvais mettre toutes tes factures d'essence, tu pouvais envoyer un SMS et puis ça allait mettre la facture d'essence directement sur le site web. Ça je te parle il y a 15 ans. Et on avait développé tout un système qui te faisait tes rappels d'entretien, savoir combien ta voiture elle t'avait coûté, son suivi kilométrique, etc. Et on avait développé ça à 3 ans, on l'avait hébergé chez Infomaniac. Et moi quand j'ai cherché un stage,
j'ai pris mes CV et je suis venu taper aux différentes entreprises qu'il y avait sur Genève, parce que j'habite à côté. Et je suis venu chez Infomaniac et l'anecdote, c'est que Anne, qui est la responsable RH aujourd'hui, quand elle m'a vu arriver, elle m'a dit je vais te présenter le patron. Donc elle m'a présenté le patron et le patron, il m'a donné sa chaise, son clavier et sa souris. Il m'a dit montre-moi ce que tu sais faire. Je lui ai montré le site qui s'appelait matitine.com à l'époque. Il a regardé 2 minutes, il m'a dit je te prends. Et il m'a dit mais tu le fais avec quelqu'un d'autre ce site? J'ai dit oui. Un ami de promo, il m'a dit il cherche un stage. Je lui ai dit oui comme moi. Il m'a dit je le prends aussi. Et voilà, j'ai été recruté comme ça. Là je parle d'un projet, on avait plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs. Il y avait eu un petit reportage à la télé et tout dessus. Donc c'était pas un site qu'on avait fait en 5 minutes quand même. C'était relativement c'était un projet à côté perso, mais c'était un gros projet. Quelque chose qui peut plaire en fait aux personnes qui veulent venir travailler chez nous, c'est qu'Infomaniac, on a une mission globale. C'est-à-dire que nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment fournir des alternatives éthiques à tout ce qui se fait au niveau du GAFAM. Et l'idée, c'est vraiment de venir avec justement ce côté avec des vraies valeurs porteuses, c'est-à-dire l'environnement, etc. Donc pour les développeurs, c'est aussi stimulant de travailler pour les entreprises qui œuvrent dans le bon sens. Et ça, c'est un vrai élément différenciateur. C'est-à-dire que nos produits, ils n'ont pas à rougir face à ce que propose le GAFAM aujourd'hui. Moi, je m'occupe principalement du produit mail. Le webmail, il est utilisé par des centaines de milliers d'utilisateurs par jour. Il y a aucun problème. Enfin, bien sûr, il y a des problèmes, mais ce que je veux dire, c'est que à l'utilisation quotidienne, il peut convenir à tout le monde. Donc déjà, on a des challenges finalement de se dire, voilà, on se bat contre des énormes entreprises et ça, c'est super intéressant. Et on le fait tout en ayant une conscience écologique. On fait pas n'importe quoi. On fait pas n'importe quoi avec les données de nos clients. Donc ça, je trouve ça super intéressant. Et puis, on a une entreprise aussi qui investit énormément sur ses collaborateurs, sur la culture d'entreprise, au-delà des valeurs. C'est-à-dire qu'on passe beaucoup de temps au travail, on passe beaucoup de temps entre nous. Donc c'est important qu'on s'entende bien, qu'on se lève le matin, qu'on soit content d'aller travailler et qu'on soit fier d'aller travailler pour cette entreprise. Donc il y a beaucoup d'opportunités en fait chez nous. Il faut toujours consulter JobUp ou LinkedIn pour avoir nos demandes de recrutement, enfin nos recherches. J'espère que ce nouvel épisode de la série Une journée avec un dev chez Infomaniac vous a plu. En tout cas, moi j'ai passé une superbe journée. C'était hyper intéressant de visiter leurs locaux et le data center. Et puis si vous avez envie de travailler pour une boîte avec des valeurs fortes dans un environnement juste magnifique à Genève en Suisse, de trouver une alternative éthique au GAFAM, que ce soit pour héberger votre site web, pour le choix de vos emails, pour partager ou stocker vos fichiers et vos documents, n'hésitez pas à checker leur site dans la description et pourquoi pas même postuler. Si cette vidéo vous a plu, lâchez-nous un gros pouce bleu, abonnez-vous et dites-moi en commentaire dans quelle entreprise on pourrait aller dans le prochain épisode.